Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, donc l'objectif là des deux demi-séances qu'on va faire, la première, je voudrais qu'on s'intéresse de plus près à Copernic pour lui régler son compte une bonne fois pour toutes. La dernière fois, je vous ai fait quelques remarques préliminaires sur comment on peut passer du modèle géocentrique au modèle héliocentrique. Là, je vais vous montrer vraiment ce qu'a fait Copernic et on va s'intéresser en fait au livre qu'il a écrit, voir ce qu'il a écrit dedans, comment il a été écrit, qu'est-ce qu'il a mis, qu'est-ce qu'il a enlevé éventuellement, comment ça a été publié et comment ça a été diffusé. Ça va se faire en deux temps. Tout d'abord, ici, on va s'intéresser à ce livre, donc il s'appelle De Revolutionibus. Je donnerai son titre plus long un peu plus tard. Mais voilà, en 1543, le livre important de Copernic a été publié. Et la première partie de ce qu'on va faire aujourd'hui, on va s'intéresser à ça, en fait. Dans la deuxième partie, on va voir ce qui s'est passé un petit peu plus loin. Et en particulier, on abordera le rôle qu'ont joué Kepler et Tycho Brahe dans la diffusion, la compréhension, la diffusion des idées de Copernic. Donc ça va être, les deux parties vont être assez différentes et surtout la première partie, là, la première heure ou les 3 premiers quarts d'heure, vont être très différents de ce qu'on a fait la dernière fois. La dernière fois, je vous ai montré des animations, je vous ai montré de l'astronomie et de la physique, enfin plutôt de l'astronomie d'ailleurs. Aujourd'hui, ça va vraiment être le livre. La première heure, ça va être le livre, des textes, on va lire des choses ensemble. Bon. Et la partie sur Kepler et Tycho Brahe, je vous raconterai un petit peu plus une histoire. Cet enchaînement de dates là, je vous l'ai aussi mis sous la forme d'une frise parce que j'aime bien faire des frises et ça peut être une manière intéressante de montrer les choses. Ça, entre parenthèses, quand vous ferez votre projet, votre exposé là, assez souvent quand on présente des choses historiques, une frise historique, donc avec les dates et puis des événements, ça peut être une bonne manière de visuellement se représenter les choses. Donc ce que je vais représenter ici, là, c'était pour vous en montrer une que j'ai faite. Vous avez des dates ici qui vont de 1460 à 1650, et je voulais que ça couvre la période dont je vais parler aujourd'hui. Et vous voyez bien qu'il y a deux blocs, là, il y a la vie de Copernic de 1473 à 1543. Alors vous ne le voyez pas très bien ici sur ce qui est projeté, mais j'ai mis deux couleurs différentes sur chacune des barres. On ne voit pas la séparation, mais j'ai mis les 20 premières années, genre l'enfance, et puis après l'adulte, l'âge adulte, l'âge où effectivement les gens font des choses scientifiques. On ne les voit pas très bien, c'est pas très très important. Donc il y a Copernic qui est ici, on va s'intéresser à ce qui s'est passé là dans un premier temps, et ensuite on reviendra sur cette période-là. Donc il y a un moment où Copernic est mort. Hein. Je vous parlerai aujourd'hui de Kepler et de Tycho Brahe. Et la prochaine fois, j'avancerai dans le temps pour revenir pour vous parler de Galilée et le rôle qu'il a lui aussi joué là-dedans. Dans la première partie, donc le point culminant, ça sera la publication du livre de Copernic. Malheureusement, c'est aussi l'année de la mort de Copernic. Voilà. Et dans la deuxième partie, ici, je vais déjà vous donner quelques éléments clés pour que vous voyez un petit peu comment ça s'est enchaîné. Après la publication de ce livre, il y a une date vraiment importante ici, 1610. J'ai mis ici Galilée et la lunette astro. C'est la date à laquelle effectivement Galilée utilise la lunette astronomique pour faire des observations astronomiques. Il n'est pas le seul, mais bon, c'est lui qui vraiment le rend le plus public et publie le plus de choses là-dessus. Donc ça, j'aurai l'occasion d'y revenir. Mais donc ça marque la fin en fait d'une époque et le début d'une autre. C'est la fin de l'époque des observations à l'œil nu. Avant ça, toute l'astronomie, c'était de l'astronomie à l'œil nu. Il faut quand même le savoir. Je vais vous parler tout à l'heure un petit peu des précisions avec lesquelles on peut observer le ciel. Tout ce dont je vais vous parler, c'est des gens qui, à l'œil nu, regardent le ciel. Alors ils ont des instruments quand même, hein, des instruments de visée. Donc on peut regarder l'alignement d'un bâton, par exemple, avec une direction dans le ciel. Si le bâton est assez long, on peut faire ça précisément, mais c'est à l'œil nu, il n'y a pas de lentille. Donc l'événement important ici central, ça va être ça dans l'histoire que je vais vous raconter pendant tout ce cours. Et dans la deuxième heure, là, je vais m'intéresser plutôt à Kepler et son interaction avec Tycho Brahe. Je peux vous dire tout de suite qu'il y a une autre date importante, mais qui sort ici de la frise, c'est par ici. C'est Newton qui publie son ouvrage sur la mécanique, en fait, un ouvrage dont vous avez déjà entendu parler, on l'appelle le Principia, dans lequel il expose les lois de la mécanique qu'on connaît aujourd'hui, et il montre il arrive à démontrer en fait que la trajectoire des planètes autour du Soleil va suivre des ellipses. Kepler, lui, l'avait montré expérimentalement, je vais en parler tout à l'heure, et alors que Newton lui montre que par les calculs, c'est forcément le cas. Donc voilà le menu d'aujourd'hui, et même d'un petit peu plus, ce que j'ai raconté là, j'ai déjà dit le menu de ce que je vais raconter la prochaine fois.
Donc, ça va tourner la première partie autour de Nicolas Copernic. Vous savez, vous pouvez me dire des trucs sur Copernic? Genre sa nationalité, est-ce qu'il avait une moustache Est-ce qu'il avait une moustache? On s'en fout. Non, effectivement. Il était de quelle nationalité? Ouais. Polonais, ouais. C'est ça que tu as dit? Oui, il est polonais, effectivement, oui. Oui, oui, très bien. Donc vous avez ces dates là, donc il a vécu 70 ans. Donc, quelques éléments qui vont permettre de comprendre un petit peu ce qui se passe dans la suite. Donc son oncle, Lucas Vatsenrod, je ne sais pas si je prononce bien, était évêque de Varmy. Donc c'était quelqu'un quand même d'aisé. Et assez rapidement dans la vie de Nicolas Copernic, sa destinée professionnelle, c'était de devenir lui aussi un membre du clergé à Varmy. Évêque, où on va voir en fait qu'il va devenir ce qu'on appelle chanoine. Alors il n'était pas prêtre, hein, il ne donnait pas la messe, etc., mais il était chanoine. J'y reviendrai quand je viendrai sur cette ligne-là. Mais bon. Donc il était promis à ça, donc du coup il fallait qu'il fasse des études pour ça. Donc il est allé faire ses études à l'université de Cracovie, puis il est allé faire un petit tour en Italie, à Bologne, à Padoue. Il a eu un diplôme dans la ville de Ferrara, voilà, en médecine et en droit. Donc ces disciplines pour lesquelles il a effectivement été diplômé, c'est pas du tout l'astronomie, c'est la médecine et le droit. Le droit, c'est essentiellement parce qu'il fallait qu'il ait ça pour avoir les fonctions qu'il devait occuper après. Voilà. Donc il est rentré assez rapidement à Fromrock. Donc je pense que vous ne savez pas où est Fromrock, mais voilà, ça c'est une carte de la Pologne. Et vous avez ici Fromrock qui est quasiment au bord de la mer. La ville qui est ici, j'en parlerai tout de suite après, et là c'est Cracovie, là où il a fait ses études. L'échelle, c'est entre là et là, vous avez 600 km. Voilà. La règle, là, elle fait 600 km. Il devient, après ses études, chanoine de cette ville-là. Et donc chanoine, ça veut dire qu'il a avec d'autres gens, il y a plusieurs chanoines associés à une cathédrale, et ils sont chargés de régler les affaires courantes de la cathédrale. Et c'est pas juste passer la serpillière après la messe. Hein. En fait, il y avait tout un tas de choses qui appartenaient au clergé, à la cathédrale. Notamment, ils géraient des terres autour. Il y avait des propriétés aussi, des bâtiments. Donc, il fallait qu'ils récoltent des impôts, qu'ils gèrent aussi la politique. Hein. Ils étaient un petit peu maires dans une certaine mesure. Donc, ils avaient une activité qui aujourd'hui se rapporterait vraiment à une activité administrative. Il fallait qu'ils administrent une partie de ce domaine-là. Donc lui, il était ça, donc l'essentiel de son temps, il le passait à régler des affaires administratives de la cathédrale. Il devait aussi assister à certaines messes, mais il ne la donnait pas lui-même, il n'était pas prêtre. Bon. Après ses études, donc, il s'installe définitivement en Varmy, et il s'installe d'abord ici en 1503 à Lidzbark, parce qu'il y a le palais de son oncle. En fait, là, il y a un super palais, c'est vachement mieux d'habiter là. Et bon, au bout de quelques années, il en a marre de son oncle, en gros. Enfin, il a envie d'être un peu indépendant. Il devient adolescent. Non, c'est pas tout à fait ça, mais bon. Il a envie d'être indépendant, et puis il préfère être ici, en fait, proche de la cathédrale dont il a la charge. Bon. Donc pour Nicolas Copernic, l'astronomie, c'est un hobby. Hein. Donc c'est un gars, il fait ça parce que ça le passionne. Il a rencontré des astronomes et des mathématiciens, parce qu'à l'époque c'était un peu le même métier. Quand il a fait ses études, il a eu l'occasion de discuter avec des astronomes, il a eu l'occasion de consulter des livres, notamment le livre de Ptolémée, ou d'autres qui s'y rapportaient, et voilà, il s'est vraiment intéressé à ça. Alors sa tâche de chanoine lui laissait quand même du temps, enfin il en prenait, il a vraiment passé beaucoup de temps à l'astronomie du coup. Il faut voir qu'à l'époque, hein, astronome, c'était pas un métier. Hein. Enfin, il n'y avait pas de métier d'astronome. Il y avait le métier de mathématicien, ça j'y reviendrai tout à l'heure avec Kepler et avec Tycho Brahe aussi, mais pas d'astronome. Donc voilà, c'est l'œuvre de ce gars-là dont on va parler aujourd'hui. Et donc ça va être l'histoire de quelques livres, il y en a eu plusieurs. Tout d'abord en 1510, quand je vous rappelle qu'il est né en 1573, donc il avait ici 37 ans, si je ne me trompe pas. Donc il écrit un livre, le Commentorialus, qui en fait n'est pas vraiment un livre, je l'appelle un livre, c'est un ouvrage, mais il ne l'a pas publié, c'est un manuscrit, une sorte de lettre qu'il a reproduit en plusieurs exemplaires et qu'il a donné à ses amis et à son entourage. Et du coup, c'est une lettre qui a diffusé. Et dans cette lettre, il exposait déjà certaines idées sur le système solaire, les mouvements célestes. Le sous-titre du bouquin, c'était, ou plutôt la traduction du titre complet, ça serait « Bref résumé des hypothèses de Nicolas Copernic sur les mouvements célestes ». Bon.
Et là-dedans, on trouve quelques hypothèses qui sont énoncées, expliquées, débattues. Je vous les écris ici. Donc d'abord, il dit que là-dedans, que tous les corps célestes ne se déplacent pas autour du même centre. La Terre n'est pas le centre de l'univers, mais seulement de l'orbite de la Lune et de la gravité terrestre. Et le Soleil est le centre du système planétaire et par conséquent de l'univers. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'héliocentrisme aujourd'hui. Alors juste une remarque ici, il y a un truc vraiment important, c'est que c'est le centre. La Terre est le centre de l'orbite de la Lune et de la gravité terrestre. Il commence à parler un petit peu de physique ici. Je vous rappelle que pour les anciens, la gravité, c'était le fait que les objets tendent à aller vers le centre de l'univers. Ils avaient tendance à aller vers le centre. Donc une des objections qui était faite aux propositions d'héliocentrisme, c'était que non, c'est pas possible parce que sinon les objets sur Terre, ils seraient attirés vers le centre de l'univers et si c'est pas la Terre, ils quitteraient la Terre du coup. Donc là, Copernic, d'une certaine manière, se protège contre cet argument en disant mais il y a la gravité terrestre qui pointe bien vers le centre de la Terre. Et donc, c'est le diagramme qui est ici, alors qui ne figure pas dans le manuscrit que je vous ai donné, qui va figurer dans un livre ultérieur, mais l'idée est la même. Donc, un diagramme que je vous ai déjà montré, le Soleil, les planètes, ici avec parmi elles la Terre, et puis autour de la Terre, vous avez l'orbite de la Lune ici. Donc effectivement, tous les corps ne tournent pas autour du même centre, puisque vous avez la Lune ici qui tourne autour d'autre chose. La grande sphère qui est autour, là, c'est la sphère des fixes. C'est là où sont la fameuse sphère où il y a les étoiles, enfin sur laquelle sont fixées les étoiles. Alors il y a quelques autres hypothèses. Comparée à la distance des étoiles fixes, la distance Terre-Soleil est négligeable. Donc ça, ce qu'il veut dire par là, c'est que, donc je vous ai remis ici un diagramme mais, que j'ai refait du coup, pour éloigner la sphère céleste. Ce qu'il dit là, c'est que la distance entre la Terre et le Soleil, le truc bleu c'est la Terre, autour là c'est la Lune, la distance entre la Terre et le Soleil, là, est négligeable devant la distance entre le Soleil et puis cette sphère-là. Donc en gros, ça c'est extrêmement loin. On va voir pourquoi, c'est super important pour lui, parce que si ce n'est pas le cas, en fait son système ne tient pas debout. Il y a des observations astronomiques qui permettraient de dire que non, c'est débile. Le Soleil ne peut pas être au centre de la Terre, ou plus précisément, la Terre ne peut pas évoluer en un cercle autour du centre de l'univers. Ça j'en parlerai à la fin quand je parlerai des objections à l'héliocentrisme. Et enfin, il donne aussi quelques autres points importants. Donc, la révolution apparente diurne du firmament est due à la rotation de la Terre sur son axe. Okay. La révolution apparente du Soleil est due au fait que la Terre tourne autour du Soleil. Bon, ça c'est ce qu'on a déjà vu la dernière fois. Et les stations et régressions apparentes des planètes, donc le fait qu'elles s'arrêtent dans leur trajectoire puis qu'elles reviennent en arrière et qu'elles repartent en avant, c'est dû aussi à ces deux causes-là. Et donc voilà, on peut expliquer notamment les rétrogradations des planètes en supposant que toutes les planètes tournent autour du Soleil. Bon. Donc ça, toutes ces idées, elles sont là-dedans déjà en 1510. Copernic, visiblement, a tout ça dans la tête. Il a fait des calculs, il a même écrit un résumé de ce qu'il pense être un système plus correct pour faire de l'astronomie. Et il va publier en 1543, dans le livre De Revolutionibus, vraiment un compte-rendu extrêmement détaillé de ce modèle, extrêmement précis, qui va permettre notamment de faire des calculs, de déterminer des tables, de savoir où vont se trouver les planètes à un endroit donné. À ce stade-là, ce sont juste des idées, on va dire, et là, c'est vraiment le document final qui contient tout ce qu'il y a à savoir dessus. Il va s'écouler donc 33 ans entre ces deux dates, et il va être un petit peu aidé, notamment par quelqu'un qui s'appelle Rhéticus. Vous avez déjà entendu parler de ce nom-là, Rhéticus ? Voilà. Moi, il y a 3 semaines, je ne le connaissais pas non plus. Donc, c'est quelqu'un qui, effectivement, est assez discret dans l'histoire des sciences qu'on raconte. Cependant, quand on s'intéresse effectivement à Copernic, il a joué vraiment un grand rôle. Donc, Rhéticus, je vais vous en dire un mot tout de suite, je vais le faire maintenant. Voilà, Rhéticus, c'est lui. Donc, c'est un professeur de maths autrichien, qui était vraiment quelqu'un d'extrêmement doué. C'était probablement le meilleur mathématicien de l'époque, vraiment quelqu'un de très brillant. Une des choses pour lesquelles il a été connu assez rapidement, c'est il a amélioré la précision des tables trigonométriques. Donc des tables en gros avec sinus de telle valeur, ça vaut tant. C'est pas tellement évident de faire ces tables-là. Si je vous demandais sans rien, les mains dans les poches, de me calculer le sinus de 27 degrés,
c'est pas très, très facile, hein. Donc il y a des moyens de le faire, ça demande des longs calculs. Peut-être que j'en parlerai une prochaine fois d'ailleurs de ça, je verrai. Mais en tout cas, bon, lui, il a fait ça, il a amélioré la précision de ça. Et pour les astronomes, c'est vraiment extrêmement important parce que tout ce qu'on voit dans le ciel, en fait, ça fait intervenir des angles. Bon, bref. Ce gars-là entend parler des idées de Copernic et il va s'enthousiasmer vraiment très fort pour ça. Lui, il pense que c'est vraiment une super idée. Donc, le commentorialus dont je vous ai parlé là circule. Donc, les gens savent qu'il y a un Polonais, un prêtre polonais, on l'appelait le prêtre polonais, mais c'était pas un prêtre, qui avait des idées sur l'héliocentrisme et comment faire de l'héliocentrisme qui marche, en gros. Et lui, donc, il va effectivement voir Copernic et il va lui apporter son aide. Il va vraiment le pousser à publier. Copernic, au début, ne veut pas publier ses idées. Je vais y revenir aussi après. Et donc, Rhéticus est une des personnes qui le convainc de le faire parce qu'il trouve que c'est vraiment trop important. Il va quand même jusqu'à déménager. Il va en Pologne. Il va habiter pas loin de Copernic pour ça. Il va consacrer une partie de sa vie à lancer une idée, à promouvoir une idée. C'est quand même assez fort, hein. Une autre personne qui va aider Copernic, j'en parle tout de suite, c'est cette personne, Tillman Guise, qui, lui, c'est l'évêque de Varmie. La Varmie, c'est la région dans laquelle se trouve Frombork, là, l'endroit où se trouve Copernic. Donc l'évêque du coin est un ami proche de Copernic. C'est pas seulement un collègue, du coup, c'est aussi un ami proche. Et cette personne aussi va vraiment pousser très très fort Copernic pour qu'il publie. Donc en gros, ces deux-là font le forcing, quoi, vraiment. J'arrête pas de lui dire, mais bon, publie tes idées, et ça va finir par payer, effectivement. Alors l'ouvrage, une fois qu'il a été imprimé, il a été imprimé par quelqu'un qui s'appelle Johann Petreius à Nuremberg. Alors Nuremberg n'est pas sur la carte ici, à la même échelle que tout à l'heure. Nuremberg, c'est là en fait. Voilà. Donc c'est pas la porte à côté. On peut se demander pourquoi, en habitant ici, on va aller faire imprimer un bouquin là-bas, hein. Donc là, j'ai dit que ma règle c'était quoi, 600 km. Donc vous voyez, allez, à l'arrache 1000 km entre les deux, quoi, un peu moins. Il faut combien de temps, à votre avis, pour faire 1000 km à l'époque? Ouais, c'est ça, ouais. Il faut une semaine. Donc voilà, une semaine de bagnole pour aller faire imprimer un truc. Alors la raison, c'est que... Enfin, une des raisons, c'est que Johann Petreius, déjà, est quelqu'un que connaissait Rhéticus, le mathématicien là, qui est allé voir Copernic, donc ils se connaissaient bien. Ils avaient eu l'occasion de discuter ensemble et donc ils s'entendaient bien. Et en plus, Johann Petreius, c'était un imprimeur très particulier. C'était un imprimeur qui s'était spécialisé dans les ouvrages qui faisaient intervenir des graphes, des dessins de qualité, des ouvrages mathématiques. Voilà. Donc à l'époque, hein, l'imprimerie, je ne sais pas si vous avez en tête à quoi ça correspond, mais quand on imprimait un bouquin, si c'était du texte, on avait des grandes plaques sur lesquelles on mettait des colonnes. Il y avait des colonnes qui étaient destinées à contenir des caractères. Il y avait des boîtes en plomb qui contenaient les lettres une par une. Hop, on mettait les caractères les uns après les autres pour faire le texte à imprimer, à l'envers. Et ce texte imprimé, ce texte composé comme ça à l'envers, on mettait de l'encre, on mettait une feuille dessus, on appuyait une feuille dessus, puis quand on ressortait la feuille, c'était imprimer le texte. Mais donc ça, c'est pas très difficile à faire. Si c'est juste des lettres, des mots, bon, on va piocher dans la boîte. Quand il faut commencer à tracer des dessins, là, ça veut dire qu'il faut vraiment les graver, il faut faire quelque chose de spécial. Chaque dessin demande vraiment beaucoup de travail. Donc c'est long, c'est cher, et puis en plus, ça demande quand même un savoir-faire particulier. Bon, il se trouve que ce gars-là, Johann Petreius, il avait ce savoir-faire, donc c'était du coup assez naturel de faire appel à lui. On va rentrer dans le détail du livre, mais je voudrais qu'on lise ensemble un petit élément de ce texte-là, qui est issu du livre de Kuhn, la Révolution copernicienne, et plus précisément juste le petit bout qui est ici. Il nous dit donc, Thomas Kuhn, que ce livre, le De Revolutionibus, est un problème, est un texte qui pose problème. Certains de ces problèmes viennent simplement des difficultés intrinsèques du sujet. À l'exception du premier livre, il y avait 6 livres en tout des livres. Dans l'ouvrage, il y avait 6 parties, en fait. Chacune de ces parties était appelée un livre. Donc, à part le premier livre qui était une introduction, c'est beaucoup trop mathématique pour être lu en étant compris par quiconque, sauf quelqu'un qui a vraiment une excellente maîtrise des techniques astronomiques. Donc en fait, en gros, si vous n'êtes pas astronome, c'est pas la peine de lire le bouquin, vous n'allez rien comprendre. C'est vraiment ça. C'est un bouquin de spécialistes qui est bourré de détails techniques. Bon. Donc ça, on va voir tout à l'heure à quoi ça ressemble dans le livre pour l'époque, ce que c'est que des détails techniques.
Mais voilà, il faut quand même le savoir, c'est un livre qui est effectivement très technique. Et il nous dit aussi, autre avertissement dans ce livre, la plupart des éléments pour lesquels on connaît la révolution copernicienne, c'est-à-dire le calcul facile et rapide de la position des planètes, l'abolition des épicycles et des excentriques, la dissolution des sphères, j'en parlerai tout à l'heure, le Soleil comme une étoile, le fait que l'univers est infini, ça, on le trouvera nulle part dans l'œuvre de Copernic. C'est pas de ça qu'il nous parle. Donc il y a des choses qui vont découler du travail des travaux de Copernic et de cet ouvrage, mais on ne le trouve pas dedans. C'est pas ça qu'on trouve dans ce livre. Alors, le livre. On va d'abord le regarder, le livre. Alors, j'en ai pas un sur moi, je suis désolé, mais... alors, ceci dit, c'est plus qu'une boutade. En fait, on pourrait se dire, on peut peut-être l'acheter sur Amazon. Pas forcément une édition originale, mais une reproduction. Non, vous n'y arriverez pas. Aujourd'hui, enfin en français en tout cas, il n'y a pas de traduction française disponible de ça, qui est imprimée aujourd'hui. Il y a eu une traduction française en 1934 par Alexandre Coiré, mais elle n'est plus éditée, on ne la trouve plus. Alors ceci dit, c'est pas forcément un gros problème, on peut en trouver des traductions en anglais, de toute façon c'est un livre latin au début. Donc, bon. Et puis en plus c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement techniques et ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt d'aller lire tout ce livre. Honnêtement, en plus on ne comprend pas forcément grand chose. On va regarder. Voilà. Donc ça ressemble à ça, donc là je suis allé voir sur certains sites quand même s'il y avait des versions numérisées. Donc la réponse est oui, notamment je vous donne ce site-là, gallica.bnf.fr. BNF c'est la Bibliothèque nationale de France, et Gallica c'est un projet numérique de cette bibliothèque, donc ils ont tout un tas de vieux bouquins qui scannent. Ça coûte cher à faire, hein, c'est vraiment du boulot et tout ça, mais bon ils le font pour pas mal d'entre eux, et en particulier on peut trouver un scan, du coup c'est pas des photos, mais un scan de cet ouvrage. Ce que je vais vous montrer ici maintenant, c'est vraiment des photos d'un de ces livres originaux que j'ai trouvé sur cette adresse-là, où là aussi il y a des photos de livres anciens. Alors ça ressemble à ça, donc là c'est la couverture, c'est pas très impressionnant. Mais voilà à quoi ressemble l'ouvrage quand on l'ouvre. Donc ça c'est la page de titre. Alors déjà pour nous, aujourd'hui au XXIe siècle, ça fait un peu bizarre. Là, ça c'est le titre, hein, donc on voit Nicolaï Co. Alors le nom il est coupé. Coperniki, ça reprend là, donc on ne ferait jamais ça. Hein. Puis c'est de plus en plus petit, comme ça. Voilà. Et ça, c'est l'ensemble donc du titre. Et le titre commence ici, en fait, voilà, De Revolutionis Orbis. Et il se finit ici. Donc le nom s'arrête là, le titre s'arrête là, et puis là, ça vous dit que c'est en 6 livres. Voilà. Puis il y a un petit avertissement qui est en latin. Tout est en latin, avec une petite citation en grec ici. Vous avez ici des indications sur l'imprimeur, le nom de l'imprimeur, la ville, voilà, et puis l'année d'impression, 1543. On l'ouvre, on tombe sur ça. Alors ça, je vais aussi revenir dessus. Ça commence, bon, vous voyez que c'est beaucoup de texte. Hein. La première partie ici, ad lectorem deipo, ça c'est une préface en fait, qui nous dit des choses sur l'ouvrage. Je vais y passer un petit peu de temps parce qu'elle est vraiment extrêmement importante, cette préface. Vous avez ensuite ici une lettre qui est reproduite. C'est une lettre qu'a écrit Nicolaus Schönberg à Copernic. Donc on va la voir tout à l'heure, on va voir une traduction de ce texte. Mais en gros, cette lettre, c'est une exhortation à publier. C'est quelqu'un qui écrit à Copernic pour dire « mais vos résultats sont vraiment importants, publiez-les ». Donc voilà, il met sur son bouquin, voilà, on m'a demandé de le faire, c'est pour ça que je le fais. Et enfin, ici, Ad Sanctis Blalalap, tout ça, c'est une adresse au pape. Donc, au pape de l'époque, il dédie son bouquin au pape et il fait un long texte sur pourquoi il écrit ça. Et voilà, c'est une manière d'honorer aussi le pape à l'époque. Et on tombe ensuite sur un index, une table des matières. Donc le livre premier avec tout un ensemble d'éléments, le livre 2, voilà. Et donc ce que nous disait tout à l'heure Kuhn, c'était qu'à partir de là, c'est pas la peine, on va rien comprendre. Okay. On va déjà regarder ça tout à l'heure, et en fait on reviendra sur les titres, la traduction de ces titres-là des premières parties. Je continue un petit peu à feuilleter le bouquin, voilà, table des matières, puis le bouquin commence, et voilà, ça c'est vraiment le début du livre, avec répétition du titre, Liber Primus, c'est le premier livre. Ben, c'est parti, voilà, chapitre 1, chapitre 2, cap, ici c'est chapitre 2 avec le titre. Vous arrivez à lire, vous, à la limite, le latin ici? Je sais pas, il y en a qui ont fait du latin? Ouais. Vous arrivez à traduire, par exemple, ça, là? Quod mundus fit sphericus.
Ouais, c'est ça, ça va être l'univers sphérique, ouais, tout à fait. Bien, vous avez lu les premiers mots du bouquin. Bon. Un truc rigolo aussi sur ces bouquins, enfin, je sais pas si ça va vous faire rire, mais ça m'a étonné. Bah, je sais pas, tiens, est-ce que ça vous fait réagir la manière dont c'est présenté ou C'est bien tassé. Ouais, donc c'est vrai, c'est bien tassé, il n'y a pas de paragraphe, dans le sens où nous on le ferait, donc il met tout à la suite. Voilà, vous voyez, bon, il y a des lettrines ici, des magnifiques lettrines au premier chapitre. Et alors voilà, le truc que j'ai trouvé rigolo, c'est ça là. En fait, ils mettent à la fin d'une page le premier mot de la page suivante. C'est bizarre, hein? Je ne me suis pas encore intéressé vraiment à la raison de ça, donc je ne la connais pas. Je peux imaginer que c'est un pour faciliter la lecture, deux pour que les pages soient dans le bon ordre si effectivement à un moment elles sont mélangées. Je sais pas. Quelqu'un sait, non? Sur cette histoire de mélange de pages, là, justement, ça me permet de rebondir sur ça. Ça paraît bizarre de se dire, tiens, on a peur de mélanger les pages d'un livre. Bon, en général, le livre, il tient, quoi. Il faut bien voir qu'à l'époque, non, les livres n'étaient pas vendus reliés. L'imprimeur, son bouquin, c'est d'imprimer. Donc quand il livrait un livre, il vous donnait un tas de feuilles, reliées éventuellement par une ficelle, voilà, un colis, très bien, pouf, voilà votre bouquin. Et si vous vouliez le relier, vous alliez chez le relieur. Donc c'était le métier. Donc on trouve comme ça des originaux de ce livre qui sont reliés de différentes façons, voire pas reliés du tout. La page qui est ici, je ne voulais pas montrer au hasard, hein, c'est pas la page 3 du livre, c'est la page 29, c'est juste parce qu'il y a cette figure que je vous ai déjà montrée plusieurs fois, voilà, elle est là dans le texte comme ça. Donc les figures étaient au milieu du texte, il n'y a pas de légende, hein, il y a le texte, et puis, enfin, il y a le texte et la figure, et ce qu'il y a dans le texte, on doit se rapporter à la figure pour comprendre, mais vous n'avez pas de légende. Et ça, c'est des calculs. Donc on ne dirait pas. Alors vous voyez ici des triangles. Il y a 3 triangles indiqués avec des lettres. Et tout ça, là, c'est des calculs. Il n'y a pas une formule. C'est des mots. On prend la longueur AE qui est à côté de la longueur AB. Je divise la longueur avec celle du plus près. Voilà, c'est du texte comme ça. Il vous explique le truc. Donc effectivement, pour nous qui sommes habitués à synthétiser tout ça par des formules, ça fait mal, hein. C'est quand même vraiment très très peu lisible. Alors il y a cet aspect-là, et puis en plus, effectivement, ce qu'il dit, c'est même pas forcément simple non plus. Les calculs eux-mêmes, même sous forme de formules, ce serait un peu compliqué. Donc du coup, tout ça mélangé, ça fait que c'est effectivement un livre qui est extrêmement difficile à lire. Et vous avez aussi des choses comme ça dans ce livre, des tables. Ça, c'est des tables de nombres qui indiquent ici la position des planètes calculées par le système de Copernic. Et donc, c'est des sortes d'éphémérides. Hein, ça vous dit, bah, voilà, à telle époque, telle planète se trouvera à tel endroit. Et des tables, vous en avez comme ça tout un tas, une pour chaque planète, une pour la Lune. Et vous en avez pour plein de dates différentes. Donc, il y a vraiment beaucoup de tables de ce type-là dans l'ouvrage. Et d'ailleurs, c'est ça qui va faire que l'ouvrage va être répandu, en fait, plus que le reste. Le reste, personne ne le comprend ou presque. Ça, c'est super utile pour les astronomes. Et c'est là-dedans que c'est pour aller voir cette formation-là, essentiellement, que les gens vont, pendant des décennies, aller voir cet ouvrage. Ça, j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure aussi. Et puis, juste pour vous montrer aussi quand même une figure d'épicycle et tout ça, bah voilà, il y en a une qui est là-bas, dans le texte, à un moment où il décrit le mouvement... Là, c'est dans le livre 3, donc je sais pas, j'aurais tendance à dire que c'est la Lune, mais en fait, j'en sais rien. Une planète quelconque, un objet stellaire qui tourne autour, un objet astronomique qui tourne autour d'un autre et qui est décrit par un système d'épicycles, de déférents et ici d'excentriques. Bon. Donc voilà, ça c'est le livre de Copernic. Alors Kuhn nous disait tout à l'heure que le premier livre était lisible, et en effet, le premier livre, c'est un résumé, c'est une sorte de vulgarisation. C'est ben voilà de quoi ça va parler, voilà pourquoi c'est intéressant, aucun calcul. Et en revanche, dans les livres de 2 à 7, là, de 2 à 6, il sort tous les calculs, et les gens qui sont intéressés vont voir ces calculs. On va passer, on ne va pas tout lire, mais je vais passer les 11 premiers chapitres pour qu'on voit leurs titres. Donc, dans le premier livre, il est découpé en 13 chapitres. Chacun des chapitres ici porte sur un point particulier. Et on va lire le titre et puis parfois quelques bouts de texte. Donc effectivement, le titre du premier chapitre, celui que vous avez déchiffré tout à l'heure et traduit vous-même, que le monde est sphérique. C'est là où l'on montre que le monde est sphérique. Là, c'est pas très long, donc on va le lire ensemble. Tout d'abord, il nous faut remarquer que le monde est sphérique, soit parce que cette forme est la plus parfaite de tous, totalité n'ayant besoin d'aucune jointure, soit parce qu'elle est la forme ayant la capacité la plus grande qui convient le mieux à tout contenir et tout embrasser.
Là, il dit en gros que voilà, pour une surface donnée, c'est ça qui englobe le volume le plus grand. Soit aussi parce que toutes les parties séparées du monde, je veux dire le Soleil, la Lune et les étoiles, sont vues sous cette forme, soit parce que toute chose tend à se limiter ainsi, comme il apparaît dans les gouttes d'eau et d'autres corps liquides, lorsqu'ils tendent à se limiter par eux-mêmes. C'est pourquoi personne ne mettra en doute que cette forme n'appartienne au corps divin. Vous êtes convaincus? Oui, d'accord. Moi, pas trop en fait. Hein. Enfin, bon, il nous donne plein d'exemples. En gros, il donne plein d'exemples de trucs ronds. Il dit donc l'univers est rond. Voilà. C'est vraiment ça l'argument qui est donné ici. Hein. Donc c'est assez caractéristique. Ça, c'est ancré plutôt dans l'Antiquité, dans le raisonnement antique. Hein, les formes soi-disant parfaites. Voilà, la sphère c'en est une, et donc l'univers, il ne peut pas être autre chose que sphérique. Sinon, il ne serait pas parfait en quelque sorte. La Terre est aussi sphérique. Là, il donne plusieurs arguments pour laquelle effectivement la Terre serait sphérique. Là, on ne va pas le lire, mais c'est d'une part que si elle n'était pas sphérique, et ben, comme à cause de la gravitation, en quelque sorte, elle deviendrait sphérique en s'attirant elle-même. Il ne le dit pas sous une forme aussi physique que je viens de le dire là. Là, c'est quand même un peu anachronique la manière dont je viens de dire, mais c'est un petit peu l'idée qui est derrière quand même. Et puis, il fait aussi référence aux expériences, qui fait que on ne voit pas les étoiles à la même hauteur dans le ciel quand on est à différents points de la Terre. Et ça, une manière de l'expliquer, c'est effectivement que la Terre est ronde. En gros, par exemple, l'étoile polaire, l'étoile du Nord, elle n'est pas à la même hauteur dans le ciel ici, ou si on descend à 600 km dans le sud. Ben voilà, ça s'explique très bien si la Terre est sphérique. Bon. Donc, l'univers est sphérique, la Terre est sphérique. La Terre ne forme qu'un seul globe avec l'eau. Donc là, il nous parle des océans, de la forme que prennent les océans autour de l'eau, des océans autour de la Terre. Chapitre 4, que le mouvement des corps célestes est uniforme, circulaire, perpétuel, ou composé de mouvements circulaires. Donc là, c'est le système, ça fait référence aux épicycles référents et excentriques dont j'ai parlé avant. Et ça, c'est vraiment ce qui le démarque de Ptolémée. Le mot important là-dedans, c'est uniforme. Alors, les autres le sont aussi, mais c'est le mot uniforme qui va vraiment faire la différence entre ce qu'il a fait lui et ce qu'a fait Ptolémée. Donc, vous vous rappelez que Ptolémée avait introduit un point équant qui était décentré par rapport à la Terre. C'était le point autour duquel on verrait une translation circulaire uniforme. Et Copernic, lui, vraiment refuse ça très fort. Il pense que les seuls mouvements acceptables pour faire de l'astronomie, c'est des mouvements circulaires uniformes. Et il n'y a pas de raison, hein. Enfin, voilà, c'est son hypothèse de base en fait. Voilà, c'est ce qu'il pense. Pour lui, la nature est parfaite si elle est comme ça. Ensuite, il se demande si un mouvement circulaire convient à la Terre, et si oui, de son lieu, c'est-à-dire quel est ce mouvement circulaire, où est-ce qu'il se fait, quelle est sa taille, etc. Là, c'est un chapitre aussi qui est important parce qu'il commence à se préparer à des arguments qu'on va lui opposer. Il sait que s'il propose l'héliocentrisme, on va lui dire non, mais c'est pas possible, la Terre ne peut pas tourner autour du Soleil parce que. Voilà. Donc il donne ici des arguments pour contrer les critiques qui vont lui être venues. Donc ça, je ne lis pas non plus, je reviendrai sur les critiques au copernicisme plus tard, mais voilà, il traite de ça dans ce chapitre-là. Chapitre 6, de l'immensité du ciel par rapport aux dimensions de la Terre. Donc ça, c'est ce que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Il dit que la sphère céleste doit être très 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 loin du reste des planètes, et en particulier de la Terre. Donc vous vous rappelez la grosse courbe noire, le gros cercle noir devait être très loin de l'orbite de la Terre. C'est ce qu'il dit ici. Donc là, il explique pourquoi, mais je vais vous le montrer sur un schéma tout à l'heure. Donc si ça vous intéresse, ça vous pourrez le lire, ça se trouve vraiment facilement du coup, et ça je l'ai mis sur le Moodle, le premier livre. Ensuite, pourquoi les anciens ont pensé que la Terre est immobile au milieu du monde comme son centre? Donc ça c'est vraiment aussi un point crucial, parce que c'est toujours dans le même esprit de vouloir contrer par avance les objections qu'on va lui faire. Donc voilà, on pense que la Terre est immobile parce que, et il fait un résumé de ce qui est proposé par les gens. Les arguments essentiellement, c'est que d'une part, si la Terre n'était pas mobile, on devrait sentir le mouvement de la Terre.
la Terre, en se déplaçant très rapidement autour du Soleil, devrait laisser vers elle son atmosphère. Si on lâche quelque chose à la surface de la Terre, si la Terre est en train de bouger, ça devrait se dérober sous l'objet qu'on lance et l'objet devrait tomber. Voilà, c'est le genre d'argument. Donc c'est des arguments qui sont faux, mais si on n'a pas compris ce que c'est que la relativité du mouvement, ce que c'est vraiment qu'une vitesse relative entre deux corps, effectivement, on ne peut pas comprendre que c'est faux. Donc ce sont ces arguments-là qu'il reprend ici. Et du coup, il les réfute. Donc il explique pourquoi ce n'est pas le cas, et ça j'y reviendrai aussi tout à l'heure. Donc au chapitre 8, déjà là, avant même d'avoir exposé tout son bouquin, il dit vous allez m'objecter ceci, mais moi je vous réponds cela. Et donc voilà. En gros, continuez à lire le bouquin, j'ai pensé à vos objections et je pense qu'elles ne sont pas fondées. Voilà. Et enfin, ici, pour ce qui concerne le mouvement de la Terre, il se demande si plusieurs mouvements peuvent être attribués à la Terre. Ce qu'il veut dire ici par plusieurs mouvements, c'est ce qu'on peut avoir à la fois un mouvement de translation circulaire, la Terre qui tourne autour du Soleil, qui est une révolution autour du Soleil, et est-ce qu'elle peut tourner en même temps sur elle-même? La réponse est oui. En fait, il y aura même un troisième mouvement qui va être le fait que l'axe de rotation de la Terre lui-même, il varie au cours du temps, il fait un cône comme ça, c'est ce qui est responsable de la précession des équinoxes. Donc ce sont ces trois mouvements-là qu'il va combiner dans son système. Et enfin, ce qui est probablement le point le plus important de ce premier livre, de l'ordre des orbes célestes. Donc ça, je vous en ai parlé un petit peu la dernière fois. Dans le système de Copernic, toutes les planètes sont indépendantes, tournent toutes autour de la Terre, et on n'a aucun moyen de connaître les dimensions du système solaire, de connaître notamment les distances relatives entre les différentes planètes, entre les différentes orbites, les tailles relatives des différentes orbites. Bon. Donc Ptolémée avait pensé à un truc, vous vous rappelez, il y avait des coquilles célestes qui contenaient les épicycles, et il voulait les coller de sorte qu'il n'y ait pas de vide entre eux. C'était une méthode, ça ne donnait pas les tailles du système solaire qu'on connaît aujourd'hui. En revanche, ce que fait Copernic, lui, c'est que ça lui donne vraiment les tailles de manière... il n'y a aucune hypothèse à faire, voilà, ça vient automatiquement. Avec le système de Copernic, on peut déterminer les tailles relatives du système solaire. Et ça va jouer un rôle très important dans la suite de l'astronomie. Et il le sait, il fait un chapitre sur ça, Copernic, et c'est vraiment un point très très central pour lui. Et voilà, et là le triple mouvement de la Terre, c'est celui dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc là il parle de la précession des équinoxes en particulier, et il développe ce qu'il avait fait dans le chapitre précédent. Voilà, donc ça c'était le premier livre dans lequel il explique ce qui va se passer. Toute la partie sur les épicycles, comment est-ce qu'on les met, quelle est la taille relative des épicycles, ça il va le faire dans les livres suivants, et c'est la partie qui est plus complexe. Je vous ai montré. Avant tout ça, il y avait quelques petites parties de l'ouvrage qui n'étaient pas de l'astronomie, mais qui étaient la préface, la dédicace, et puis la lettre de la personne qui l'a poussé un peu qui l'a encouragé en tout cas à rédiger ça. Donc on va commencer par lire ensemble ça, la dédicace au pape Paul III. Donc il écrit ça au début de son livre. Je peux présumer, très, très Saint-Pierre, que certaines gens, en apprenant que dans ce traité sur les révolutions des mondes célestes, j'attribue certains mouvements à la Terre, vont s'écrier que, pour avoir de telles opinions, je devrais être aussitôt chassé de la scène à coups de sifflet. Je me suis donc demandé longtemps si je devais publier ces réflexions écrites pour prouver le mouvement de la Terre, ou s'il valait mieux suivre l'exemple des pythagoriciens et d'autres qui ne voulurent impartir leur mystère philosophique qu'à des amis ou à des intimes, et cela non par écrit mais par parole. En considérant ce sujet, la crainte du mépris qu'attirerait sur moi mon opinion nouvelle, et, apparemment absurde, faillit me persuader d'abandonner mon projet. Donc là, quand on lit ça, ce qu'on lit, c'est que il a peur en fait du ridicule. Il se dit tout le monde va se foutre de moi avec mon idée, donc j'ose pas trop. Et en plus, donc ici, il parle des pythagoriciens. Effectivement, le mode de transmission de la science au temps des pythagoriciens, c'était pas publier des livres. Enfin, déjà, il n'y avait pas d'imprimerie, mais même l'écrit, c'était les écoles et les gens qui oralement se transmettraient entre eux la connaissance, et le but c'était pas de la diffuser au plus grand nombre du tout, c'était aux gens qui étaient capables. Il y avait des gens qui pouvaient, qui étaient choisis, élus, j'en sais rien, et d'autres non, la plèbe, eux, ils n'ont pas besoin de savoir. Voilà, c'était vraiment ça l'idée. Et donc là, Copernic, il hésite un petit peu. On voit finalement, est-ce que j'ai eu raison de me lancer dans ce projet de livre qui pourrait être lu par tout le monde. Alors, j'en profite ici pour vous montrer deux traductions différentes du même passage, parce que tout ça c'est du latin au début. Donc il y a plusieurs gens qui les ont traduits, et c'est assez frappant de voir
comment ça peut donner des choses très différentes. Là, ce que je viens de vous lire, c'est la traduction qui est proposée dans le bouquin de Arthur Koestler, Les Somnambules. Tiens, j'ai pas sorti les livres, je les ai amenés pourtant. Ok, peu importe. Donc dans le bouquin de... Sinon, j'aime bien vous montrer les livres. Donc c'est celui-là, Arthur Koestler, les Somnambules. Donc dans ce livre-là, il donne des traductions des différents passages. Et il y en a encore un là. Et donc voilà, surtout la dernière phrase, si les gens lisent ce que je vais faire, je devrais être chassé de la scène à coups de sifflet. Donc coup de sifflet, c'est vraiment ouh, sortez, c'est nul, voilà, ridicule. Ce que dit Alexandre Coiré, c'est assez différent. Je puis très bien m'imaginer que dès que certaines gens sauront que dans ces livres j'ai écrit sur la révolution des sphères du monde, j'attribue à la Terre certains mouvements, ils clameront qu'il faut tout de suite nous condamner, moi et cette mienne opinion. C'est très différent, hein. Là, il y a quand même une menace. Là, c'est juste le ridicule. Hein. Alors même si le ridicule tue, j'en sais rien, c'est quand même pas tout à fait la même chose qui est dite ici. Hein. Donc moi je ne parle pas latin, donc je ne suis pas capable de vous dire laquelle de ces traductions est la meilleure. Dans les différentes choses que j'ai pu lire sur tout ça, j'ai l'impression que c'est quand même ça qui est plus fidèle. Et je vais vous montrer ce que disent d'autres gens à ce propos tout à l'heure. Donc ça c'était la partie, l'adresse au pape, qui figure au début de l'ouvrage. Je vais maintenant parler de la préface. Donc la préface, c'est la partie qui est ici. C'est ça et ça là. Donc là, vous n'arrivez pas à le lire. Donc, je vous le mets en plus gros ici, mais comme vous ne parlez pas le latin, vous n'arrivez toujours pas à le lire. Ce que dit cette préface, on va la lire en fait ensemble. Voilà. Donc ça, c'est la première chose que vont lire les gens qui ouvrent ce bouquin. Au lecteur sur les hypothèses de cette œuvre. Je ne doute pas que certains savants, puisque déjà s'est répandu le bruit concernant la nouveauté des hypothèses de cette œuvre, donc les gens avaient déjà lu le petit bouquin, le manuscrit qu'il avait fait, qui pose la Terre comme mobile et le Soleil par contre comme immobile au centre de l'univers, ne soient fortement indignés et ne pensent qu'on ne doit pas bouleverser les disciplines libérales bien établies depuis longtemps déjà. Si cependant il voulait bien examiner cette chose de près, il trouverait que l'auteur de cet ouvrage n'a rien entrepris qui mériterait le blâme. En effet, c'est le propre de l'astronome de colliger, par une observation diligente et habile, l'histoire des mouvements célestes, puis d'en rechercher les causes, ou bien, puisque d'aucune manière il ne peut en assigner de vraies, d'imaginer ou d'inventer des hypothèses quelconques, à l'aide desquelles ces mouvements, aussi bien dans l'avenir que dans le passé, pourraient être exactement calculés conformément aux principes de la géométrie. Je fais juste une petite pause ici. Donc, je l'ai lu un peu rapidement, il faudrait le relire calmement, mais ce qui est dit ici, c'est le but de l'astronomie, finalement, c'est pas tant de chercher la vérité, de savoir ce que sont ces mouvements, mais c'est simplement de nous dire, si je regarde dans le ciel, où est-ce que je vais trouver telle planète? C'est de nous dire à quoi ça ressemble vu du point de vue de la Terre. Donc il dédouane, en fait, la réalité, disons, de ce qui va suivre déjà, est mise en doute, et c'est pas ça qui semble l'intéresser ici. Je continue. Or, ces deux tâches, l'auteur les a remplies de façon excellente. Car en effet, il n'est pas nécessaire que ces hypothèses soient vraies, ni même vraisemblables. Une seule chose suffit, qu'elles offrent des calculs conformes à l'observation. À moins que quelqu'un ne soit tellement ignorant en optique ou en géométrie qu'il tienne l'épicycle de Vénus pour vraisemblable et le croit être la cause pour laquelle Vénus, de 40 parts de cercle et même davantage, tantôt suit, tantôt précède le Soleil. Qui ne voit cependant que, ceci étant admis, il s'ensuivrait nécessairement que dans le périgée, le diamètre de l'étoile devrait apparaître comme plus de 4 fois, et le corps même comme plus de 16 fois, plus grand que dans l'apogée. À quoi cependant s'oppose toute l'expérience des siècles. Là c'est pareil en résumé, donc il dit, bon les épicycles, c'est pas, voilà, on les utilise, mais c'est pas, je vais vous parler d'épicycles dans ce bouquin, mais en fait il n'y en a pas dans le ciel. Voilà. C'est comme ça, ça permet de voir le mouvement de Vénus, par exemple. Mais si l'hypothèse des épicycles était correcte, si effectivement ça suivait des épicycles, de temps en temps Vénus serait loin, de temps en temps elle serait près, elle serait même tellement loin, enfin la différence entre les distances de quand elle est près et quand elle est loin, ça se verrait à l'œil nu en fait, et c'est pas le cas. On ne voit pas de telles variations, donc ça marche pas. Donc vous voyez, ça commence par un truc négatif. Hein. Il vous dit en gros, mon truc, bon, ça marche pas trop, hein, mais bon, ça dépend de ce qu'on appelle marché. Ça ne décrit pas la réalité, mais je vous assure qu'on peut faire de l'astronomie avec, on arrive à voir la position des jouets dans le ciel. C'est ça que dit cette préface. Je passe la suite. En fait, la préface, c'est pas Copernic qui l'a écrite. C'est ce gars-là, Andreas Osiander, qui est un réformiste, donc un religieux,
Et l'histoire, c'est la suivante. Quand c'est Réticus qui s'est occupé vraiment d'aller chez l'imprimeur, aller porter le bouquin, donc qui a fait la semaine de carriole là, pour aller porter le bouquin, c'est pas juste aller porter un bouquin, être avec l'imprimeur, hein, parce qu'il faut être avec lui, il faut vérifier les étapes de composition, il y a des fois des choix à faire, des choix de disposition, des choix de taille, tout ça, donc c'est vraiment un travail à temps plein d'être avec l'imprimeur. Donc c'est Réticus qui s'est occupé de ça, mais il se trouve que pendant la phase finale d'impression, quand l'ouvrage était presque fini et qu'il fallait mettre la préface, il a dû partir, Réticus, il était appelé il avait un poste de professeur ailleurs et il a dû partir absolument. Et donc c'est cette personne-là, Andreas Osiander, qui s'est proposé pour prendre le relais, il était sur place, et dire moi je vais m'occuper de la fin du bouquin. Bon, c'est sympa de sa part, sauf qu'il avait déjà eu quelques discussions avec Copernic, des discussions assez enflammées, ils n'étaient pas d'accord en fait sur un point précis, c'était est-ce que le modèle que propose Copernic décrit la réalité ou pas? Précisément ce dont ça parle dans la préface. Ils n'étaient pas d'accord sur ça, et Osiander le savait. Hein. Donc Copernic pensait que oui, lui pensait que non. Bon. Du coup, lui, dans la préface, il va mettre son idée à lui. En fait, c'est lui qui rédige la préface, il la met dans le bouquin. Alors, ordinairement, quand ce genre de choses arrive, enfin je dis ordinairement, normalement ça n'arrive pas, mais bon, quand ça arrive, l'auteur le voit, parce que ce qui se passe quand on imprime un bouquin, c'est que l'auteur reçoit une première édition du bouquin, vérifie le bouquin et donne son accord, en fait. Dit oui, c'est ça, c'est le bouquin tel que je l'ai écrit. Donc là, normalement, Copernic aurait dû effectivement voir la préface et hurler. Le point, c'est qu'il est mort, Copernic. Il est mort quasiment en même temps qu'il a reçu le bouquin, quoi. Donc il n'a pas eu le temps de faire ça, de lire le truc calmement et de se dire non mais cette préface ça va pas du tout. D'autres vont s'insurger, hein, notamment les deux amis dont j'ai parlé tout à l'heure, la Réticus et puis l'autre personne, vont effectivement essayer de faire en sorte que la préface soit changée, mais non, elle n'a jamais été. Et le problème avec cette préface, c'est que si vous regardez bien, il n'y a pas de nom. Donc il a changé la préface, il a mis ses idées à lui, mais il n'a pas mis son nom à lui. Donc évidemment, tout le monde a cru que c'était les idées de Copernic, et tout le monde va penser que Copernic écrit un bouquin, mais comme une mauviette, quoi. Voilà, il a des idées, mais bon, il veut quand même pas trop se mouiller, et puis voilà. Bon, je ne sais pas si c'était mauviette ou pas, c'est même pas le sujet, disons. Copernic, il pensait que son modèle décrivait la réalité. C'est Kepler, en fait, qui va vraiment lever le doute vis-à-vis de tout le monde. En fait, Kepler a eu dans les mains un ouvrage, donc, un exemplaire de De Revolutionibus qui avait été annoté par quelqu'un. Et dans la marge, il y avait écrit que la préface avait été faite par Osiander. Donc il l'a su. Et du coup, il l'a effectivement dit à tout le monde. Et donc, en gros, 50 ans après que le bouquin soit sorti, on savait que la préface n'était pas de Copernic. Mais il y a eu quand même quelques décennies pour lesquelles c'était pas le cas. Alors, je vais maintenant parler du délai de publication. Assez rapidement, Copernic avait dans les mains de quoi faire un livre tel que celui-là, mais il a mis quasiment 30-35 ans, effectivement, à se décider à écrire et publier ce bouquin. Il y a plusieurs raisons à ça. Je vais vous citer ce qu'on peut lire dans la bibliographie sur ça. Par exemple, ici, Edward Rosen, qui est un des spécialistes de Copernic, écrit, voilà, on sait bien que Copernic, qui craignant l'hostilité des théologiens réactionnaires, s'est accroché à son manuscrit et a longtemps refusé la permission de sa publication. À la fin de sa vie, néanmoins, il a cédé aux injonctions de ses amis et a donné son consentement. Donc là, ce qu'on lit quand on lit ça, c'est il avait peur des religieux, hein, des théologiens, c'est ça. Donc il avait peur des religieux. Si on lit Kessler, il nous dit non, pas du tout. Pas du tout. Kessler nous dit, ce n'était pas, comme on voudrait le faire croire, la persécution religieuse qu'il avait à craindre. La légende ne se soucie point des dates, mais il faut bien se rappeler que le livre des Révolutions ne fut mis à l'index que 73 ans après sa publication, et que le fameux procès de Galilée eut lieu 90 ans après la mort de Copernic. Donc là, il nous dit, Kessler, c'est assez anachronique cette histoire de peur de la religion. Là. Donc, je n'ai pas le fin mot, enfin, j'ai l'impression que ça c'est quand même un peu plus correct si on lit ce qu'ont écrit d'autres gens. Ceci dit, là, ce que je vous ai montré juste avant, c'est Edward Rosen, c'est le spécialiste du sujet quand même. Hein. Donc vous avez deux personnes extrêmement compétentes qui vous disent des choses très différentes. Alors quand même,
un point qui peut permettre de trancher sur ça, c'est cette fameuse lettre-là qui a été publiée au début du livre, la lettre du cardinal. Et voilà, on va la lire rapidement aussi. Donc le cardinal écrit à Copernic, donc en 1536, donc 7 ans avant la publication du bouquin. Lorsqu'il y a plusieurs années, j'entendis unanimement louer votre diligence, je commençais à éprouver pour vous une affection croissante et à estimer nos compatriotes heureux en raison de votre renommée. J'ai appris que non seulement vous connaissez à fond les doctrines des mathématiciens anciens, mais que vous avez créé une nouvelle théorie de l'univers, selon laquelle la Terre se meut et le Soleil occupe la place fondamentale et donc centrale, et que la 8e sphère, des étoiles fixes, demeure dans une position immobile, éternellement stable, et que la Lune, avec les éléments compris dans sa sphère, placée entre celle de Mars et de Vénus, tourne annuellement autour du Soleil. De plus, que vous avez écrit un traité sur cette théorie d'astronomie entièrement neuve et calculé aussi les mouvements des planètes dont vous avez dressé les tables à la grande admiration de tous. C'est pourquoi, savant homme, sans vouloir être importun, je vous prie avec insistance de communiquer votre découverte au monde savant et de m'envoyer aussitôt que possible vos théories sur l'univers, en même temps que les tables et tout ce que vous avez touchant à ce sujet. J'ai demandé à Dietrich von Reden, un autre chanoine de Freiburg, d'en faire une copie fidèle à mes frais et de me l'envoyer. Si vous me faites ces faveurs, vous verrez que vous traitez avec un homme qui a vos intérêts à cœur et qui souhaite rendre pleinement justice à votre excellence. Adieu. C'est sympa comme lettre, hein, c'est pas mal. Et ce gars, il est cardinal. Hein. Donc se dire que Copernic avait peur de la réaction du clergé, c'est un petit peu bizarre. Il est en fait encouragé à publier ce bouquin. Alors, je vais continuer un tout petit peu avec Arthur Koestler parce qu'il a des opinions assez fortes, hein, ce gars-là, et des fois c'est même un petit peu surprenant, voire choquant à lire. Donc voilà ce qu'il nous dit sur Copernic. Ce que nous appelons la révolution copernicienne n'eut pas pour auteur le chanoine Copernic. Son livre n'avait pas pour but de provoquer une révolution. Il savait qu'une grande partie en était mal fondée, contraire à l'évidence, et que l'axiome fondamental en était indémontrable. Il n'y croyait qu'à moitié, à la façon schizophrénique du Moyen-Âge. D'ailleurs, il lui manquait les qualités essentielles du prophète, conscience d'une mission, vision originale, courage des convictions. Ça jure un peu avec la lettre d'avant, hein. Donc là, il est quand même pas très tendre avec Copernic. Ceci dit, ce qu'il dit au début, ça, bon, tout le monde semble s'accorder sur ça. Il voulait pas faire une révolution du tout, Copernic. Il écrit un bouquin avec un nouveau système. Il savait que c'était important, mais il voulait pas révolutionner quoi que ce soit. Lui, il voulait juste qu'on arrive mieux à calculer le mouvement des planètes dans le ciel. Koestler ici nous parle de la façon schizophrénique du Moyen-Âge de croire à moitié. Ça, en fait, il en parle plusieurs fois avant dans le bouquin, donc ça fait référence à d'autres choses. En fait, lui, sa façon de voir ça, c'est que au Moyen-Âge, les gens pouvaient croire à quelque chose et ne pas y croire en même temps. C'est-à-dire que, par exemple, imaginez qu'il y avait des sphères célestes en cristal qui contenaient des planètes, tout en ayant un bout de cerveau qui savait que c'était pas vrai, mais qui s'en servait quand même pour... C'est pas juste qu'ils s'en servaient comme outil, hein, mais ils y croyaient un petit peu, à la façon d'un enfant qui croit un peu à un conte, mais qui ne croit pas vraiment. Mais il y croit quand même un petit peu dans sa tête. Vous voyez le truc, hein. Donc c'est à ça que ça fait allusion. Et enfin, pour terminer sur Koestler, voilà ce qu'il dit aussi. De loin, Copernic fait figure d'intrépide héros révolutionnaire. À mesure que l'on s'approche, on le voit peu à peu se transformer en un morne pédant, dénué du flair et de l'intuition du somnambule des vrais génies. C'est un homme qui, s'étant emparé d'une bonne idée, en fit un mauvais mystère, besognant patiemment à entasser des épicycles et des déférents dans le plus triste, le plus illisible des livres célèbres. C'est bizarre, hein. C'est violent en fait, hein, comme avis. Bon, c'est le sien. Voilà. Quelqu'un peut écrire ça sur Copernic. Alors. Il y a deux choses là-dedans. Bon, il y a le style. Bon, c'est quand même, c'est méchant en fait. Hein. Je trouve que c'est même carrément méchant la manière de le dire. Après, dans ce qu'il dit, le fait que le livre soit illisible, en fait, tout le monde s'accorde à dire que c'est le cas. Le fait qu'il entasse des épicycles et des déférents, c'est le cas aussi. Voilà. C'est pas un génie, c'est peut-être pas un génie effectivement, et à la limite on s'en fiche. Mais voilà. Bon. Donc ça, c'est l'avis de Koestler sur Copernic. Donc, si jamais vous lisez effectivement les somnambules, bon, gardez quand même à l'esprit que c'est assez engagé, voilà, dans un certain point de vue de certains personnages, en particulier de Copernic. Alors malgré cette... Donc il nous dit aussi ça sur le fait qu'il a mis du temps à publier son bouquin, malgré cet encouragement quasi officiel qui aurait dû le rassurer complètement. Là il fait allusion à la lettre dont j'ai parlé tout à l'heure.
malgré cette lettre. Copernic, nous l'avons vu, hésita encore 6 ans avant de faire paraître son livre. Tout indique que ce n'est pas le martyre qu'il redoutait, mais le ridicule, parce qu'il était déchiré de doutes quant à son système et qu'il savait qu'il ne pourrait ni le démontrer aux ignorants, ni le défendre contre les critiques des connaisseurs. D'où la fuite dans les secrets pythagoriciens et sa lenteur à céder ses théories au public, à regret, par bribes. Ça rejoint plusieurs choses dont j'ai parlé auparavant. Et donc on peut se tourner vers Édouard Rosen pour savoir pourquoi, donc lui on n'a pas eu encore son avis, sur pourquoi il a mis du temps à publier son bouquin, Copernic. Lui, donc dans ce bouquin, je vous rappelle, donc dans ce livre dont je vous ai déjà dit 2 mots, ça c'est le livre où tout est dit de façon laconique, les faits, donc voilà, il y a 3 lignes sur ça dans le bouquin. Copernic a longtemps refusé de publier son œuvre maîtresse parce qu'il avait peur de la controverse. C'est assez neutre, ça veut dire un peu ce qu'on veut, mais voilà, ça résume bien le truc. Il avait peur de la controverse. Petite parenthèse sur la nature des sphères célestes. Dans tout ce dont je vous ai parlé avant, il y a l'idée que les planètes sont attachées à des choses, sont attachées à des sphères, attachées à des épicycles. Dans Ptolémée, il y a l'idée que l'épicycle avec son déférent remplit toute une zone qui est impénétrable et qui ne peut pas être pénétrée par une autre planète. La question s'est posée de savoir si ces sphères avaient un sens physique. Est-ce que c'était vraiment des trucs solides, des trucs en cristal, ou des trucs liquides ou fluides, ou j'en sais rien. Bon. Donc les Aristote et les suivants, enfin les antiques, ont les idées, disent très clairement qu'effectivement les sphères sont composées d'une matière céleste. Pour Aristote, il y a 4 éléments terrestres et un élément céleste. Les 4 éléments terrestres, vous les connaissez, la terre, le feu, l'air et l'eau. Et l'élément, le 5e élément, c'est l'éther. Et donc tout ce qui est dans la sphère céleste, en dehors de la Terre, c'est composé d'éther. Et donc voilà, l'univers est rempli d'éther. Et les planètes, donc les trucs brillants qu'on voit, ce sont aussi des boules d'éther en quelque sorte. Et les étoiles, c'est aussi de l'éther. Tout ça, c'est de l'éther en fait. Donc bon, ça ne dit pas si c'est solide ou pas, mais voilà, c'est constitué de quelque chose de nouveau. Copernic, lui, ne se prononce vraiment pas sur ça, et c'est même un peu surprenant. Il ne dit à aucun moment ce que sont ces épicycles, si c'est des engrenages qui existent physiquement, ou bien des lignes sur lesquelles les planètes ont envie de se balader. Voilà. En fait, il ne donne pas du tout d'éléments qui permettent de savoir ce qu'il pensait de ça. Alors, du coup, vous vous demandez peut-être pourquoi je vous parle de ça. En fait, il se trouve que Tycho Brahe, un peu plus tard, lui, il va effectivement montrer que les sphères célestes ne peuvent pas être solides, parce qu'il a vu en quelque sorte des corps les traverser. J'y reviendrai tout à l'heure, une comète. Bon. Et alors, pour finir sur cette première partie-là, donc les objections à l'héliocentrisme ne vont pas tarder. Copernic les avait prédites, elles vont effectivement venir. Je les résume ici, pour celles dont j'ai parlé, puis je vais en donner d'autres. Donc tout d'abord, on ne ressent pas les effets du mouvement de la Terre, ça je l'ai dit plusieurs fois. Il y a aussi un autre point qui est là beaucoup plus, qui est tout aussi intéressant, mais qui fait appel cette fois-ci à l'astronomie et non pas à la physique. C'est que si effectivement la Terre n'est pas au centre de l'univers, les étoiles diamétralement opposées sur la voûte céleste ne doivent pas se coucher, se lever en même temps. Alors vous ne comprenez pas la phrase qui est ici, c'est normal, elle n'est pas très bien faite. Je vais faire un dessin. Vous avez ici la sphère des fixes qui contient les étoiles, vous avez ici le Soleil, et nous on est en train de tourner là-dessus, d'après Copernic. Si c'est le cas, un petit bonhomme qui est ici, là, et qui regarde à un bout du ciel, ici, à un bout de l'horizon, et il regarde à l'autre côté de l'horizon, il voit une étoile ici, et il voit une étoile là. D'accord ? Ces 2 étoiles ne sont pas opposées sur la voûte céleste. C'est-à-dire que si quelqu'un avant a pris soin de faire une carte de tout le ciel, l'étoile opposée à ce point-là, c'est l'étoile qui va se trouver ici. Donc si on est au centre de l'univers, on doit voir ça se lever en même temps que ça se couche, et le contraire. Si la Terre est ici, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est un argument assez fort quand même. Donc Copernic, lui, est vraiment au courant de ça, et il explique ça, il dit effectivement c'est le cas. Donc, mais n'oubliez pas que, en gros, il ne prononce pas le mot, mais en gros, il y a toujours des erreurs de mesure. Donc quand je dis que cette étoile-là ici se lève et en même temps que celle-là se couche, en fait, c'est une région ici qu'il faut considérer.
Donc le fait que nous on ait l'impression que des étoiles diamétralement opposées se couchent et se lèvent en même temps, ça nous donne une limite en fait sur la taille de ça. Si cette taille-là, si la distance Terre-Soleil est trop grande, alors il deviendra très apparent que cette étoile-là n'est pas celle-là. Si cette distance-là est très petite, eh ben en fait on les verra se lever quasiment en même temps et aux erreurs de mesure près on dira que c'est en même temps. Il mentionne du coup certaines de ces sources d'erreurs là, des incertitudes. Il y en a une, une qui est vraiment importante en fait, qu'on avait réalisée à l'époque, c'est ce qu'on appelle la réfraction atmosphérique. Quand on regarde une étoile sur l'horizon, en fait, vous la voyez là, mais elle n'est pas là. Elle est ailleurs, la lumière qui nous en parvient a été courbée par toute l'atmosphère qui a été traversée, et du coup, en fait, la position apparente n'est pas la vraie position. Donc nous, ce qu'on voit quand on regarde des étoiles près de l'horizon, déjà, elles ne sont pas à la bonne place. Donc ça induit une erreur assez importante. Ça, j'y reviendrai quand je parlerai de Kepler un petit peu plus tard. Donc voilà une première objection à l'héliocentrisme que Copernic prend soin de parer. Et l'autre objection qu'il a, c'est la suivante, c'est ce qu'on appelle le parallaxe, la parallaxe, pardon. Quand un observateur est ici et regarde deux étoiles, ici, il les voit faire un certain angle, une certaine distance angulaire entre ces deux étoiles. Donc s'il prend un sextant, un appareil qui mesure l'angle entre les étoiles, il pointe un bras de son sextant par là, un bras du sextant par là-bas, il lit sur son sextant un certain angle et voilà. Donc, ces deux étoiles sont séparées de tant de degrés. Plus tard dans l'année, quand la Terre est ici, comme on se trouve à une autre position, on voit ces deux étoiles-là sous un angle différent. Et du coup, on les voit ici sous un angle plus grand. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est que si vous regardez je vais faire l'expérience ici. Ce que je suis en train de vous dire là, moi je suis en train de regarder le tableau, je vois deux points bleus qui sont ici, ils me semblent assez proches. Si je me mets à me déplacer et à venir devant le tableau, ils vont me sembler plus éloignés angulairement l'un que l'autre. Donc ça, c'est l'effet de parallaxe. Et effectivement, si la Terre tourne autour du Soleil, on devrait observer cette parallaxe. On ne l'observe pas. Les gens ont essayé de le mesurer à l'époque, et à l'époque, les gens ne le mesuraient pas. C'est pour ça vous explique pourquoi Copernic, il exige que la sphère qui est ici soit très grande. C'est le premier truc que je vous ai dit là. Il veut que ça soit très grand, parce que si ces étoiles-là sont effectivement très loin, l'effet dont je parle ici est faible, en fait. Donc la différence entre cet angle-là et cet angle-là sera très faible, et effectivement, du coup, c'est normal qu'on n'observe pas la parallaxe. Donc il y a pensé à ça, un Copernic, et c'est un argument pour lui pour dire que du coup, la sphère des fixes doit être vraiment très 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 grande par rapport à la distance Terre-Soleil. Et alors, pour vraiment en finir, oui, c'est mon dernier transparent. Donc, du coup, pour finir, quelques mots sur la façon dont le copernicisme a progressé. Alors, d'abord, un petit... Pour que les choses soient claires, donc Copernic ne prétend pas avoir inventé l'héliocentrisme. Il cite dans le livre De Revolutionibus, il cite d'autres personnes avant qui avaient émis cette hypothèse. Donc je vous en ai parlé ça la dernière fois, mais il les connaît, voilà. Donc il les cite même, probablement d'ailleurs pour dire, voyez, mon idée elle n'est pas débile, d'autres l'ont eu avant et pas des moindres. Enfin, c'était des gens respectables, donc voilà. La raison pour laquelle les gens vont lire en fait son bouquin, c'est une raison technique. C'est tout d'abord que les données utilisées par Ptolémée, quand il a écrit son Almageste, là, commencent à dater. Donc, dans le bouquin de Ptolémée, vous avez aussi tout un tas de tables qui vous indiquent la position des planètes dans le futur, comment calculer la position des planètes dans le futur. Et pour ça, ça a été utilisé en extrapolant les données actuelles, les données du moment, dans le futur. Et vous êtes bien conscient du fait que si on a un certain nombre de données et qu'on les extrapole dans le futur, toute erreur qu'on fait au début, ça va finir par s'accentuer en fait et devenir de plus en plus grave. Voilà, Ptolémée c'était ça. Le système de Ptolémée en fait, il est pas plus précis ou moins précis que celui de Copernic. Ils ont la même précision. Simplement, quand on lit les bouquins de Ptolémée, il est si vieux que ça se base sur des données de départ anciennes, les erreurs se sont amplifiées et donc ça devient assez inutilisable. Donc Copernic, en gros, déjà, un des avantages de son bouquin, c'est que ça met à jour le point de départ sur lequel calculer les positions des planètes dans le futur. Donc pour les gens qui veulent faire ça, c'est un excellent point de départ. Et il y a tout un tas de tables dedans, donc je vous les ai montrées, qui donnent la position des planètes, et c'est ça que les gens vont lire en fait. Et du coup, une fois que les gens, pendant 100 ans, ont utilisé les tables de Copernic pour calculer la position des planètes, il n'y a personne qui va revenir à Ptolémée.
Et les gens, du coup, acceptent l'héliocentrisme comme ça via ces prédictions vraiment numériques et techniques. Et quelque chose qui va vraiment avoir une importance aussi pour ça, c'est la publication en 1627 des tables rudolphines qui s'appuient effectivement sur les données de Copernic aussi. Ça, j'y reviendrai plus tard. Donc, je vous propose qu'on fasse une pause maintenant de 10 minutes. Et on prend la deuxième partie après qui sera plus courte que celle-ci. Ok ?